bonsoir à tous. Vous l'avez suivi toute la journée sur nos antennes. La 27e édition de l'EID, espace d'interpellation démocratique. Quelques chiffres ont retenu l'attention cette année. 599 interpellations reçues contre 334 l'an dernier. 38 dossiers sont retenus pour la lecture, 404 dossiers pour suite à donner et 153 non retenus. Les travaux étaient dirigés par un jury d'honneur exclusivement malien composé de 9 membres. Un jury qui a formulé une batterie de recommandations à la clôture des travaux présidés par le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions représentant le Premier ministre, suivant les interventions du président du jury d'honneur et du ministre Ibrahim Ikassa Maïga à la clôture des travaux. Les interpellations que vous venez d'entendre portent sur des questions et des problématiques aussi complexes que pertinentes de citoyens pour lesquels le gouvernement, avec humilité, s'est évertué à proposer des solutions, à fournir des réponses et à s'engager pour un suivi diligent des dossiers. Je puis vous assurer qu'en ma qualité de président, je me suis employé, ainsi que les membres du jury d'honneur, à faire preuve de professionnalisme et d'impartialité. Pour la 27e session, le secrétaire permanent a enregistré, Madame le médiateur de la République l'a rappelé, 599 interpellations contre 334 l'année dernière. Lors des travaux de dépouillement de cette session, la Commission a classé les interpellations comme suit. 4 dossiers déjà satisfaits, 38 dossiers pour lecture, dont 3 ont trouvé des solutions à la satisfaction des interpellateurs. 2 autres ont été approuvés par les ministres concernés. 404 dossiers pour suite à donner et 153 dossiers ont dû être non retenus. Tout au long de cette journée, le gouvernement a-t-il marqué sa présence assidue à ce forum d'exercice démocratique dont l'objectif n'est autre que de contribuer à l'instauration et au renforcement de l'état de droit, de la bonne gouvernance, de la promotion et de la protection des droits humains, en se prêtant volontiers aux interpellations et attentes de nos concitoyens dans le plein exercice de leurs droits et libertés démocratiques. Le gouvernement a noté avec intérêt que la majeure partie des interpellations a porté sur les litiges domaniaux et fonciers, les demandes de paiement de droits et l'exécution des décisions de justice. Distingués invités, mesdames et messieurs, ce forum qui nous réunit chaque année, précisément en cette mémorable date du 10 décembre, journée commémorative de la Déclaration universelle des droits de l'homme, a pour objet d'informer les opinions publiques nationales et internationales sur l'état des droits de l'homme au Mali, de contribuer de manière active et pédagogique à la réalisation d'une culture démocratique nationale et d'impulser de façon significative la politique de promotion et de protection des droits et libertés des citoyennes et des citoyens. Distingués invités, mesdames et messieurs, les plus hautes autorités du Mali ont voulu, à travers ce forum, créer les conditions d'instauration d'un dialogue démocratique fécond entre gouvernants et gouvernés. Nous y reviendrons demain donc plus en détail avec notre reporter Youssouf Diakité donc sur cette cérémonie de clôture. Alors, 38 dossiers sont passés au peigne fin toute la journée, des interpellations qui ont trait au paiement de créances aux fonciers, à l'accès aux documents administratifs, entre autres. Le jury a prêté une oreille attentive à toutes les préoccupations formulées par les citoyens qui ne demandent que d'être rétablis dans leurs droits. Point de la séance d'interpellation avec Moussa Papaïdara. Pour la 3e fois, Abdraman Maïga, agent IDM à la retraite à Gao, se tient devant l'Assemblée de l'EID pour réclamer ses droits et réparation de préjudices subis en 2006. Il a été détenu 11 mois à la prison centrale de Gao pour assassinat.
Depuis sa mise en liberté, M. Maïga est rongé par ce qu'il appelle un sentiment d'abandon judiciaire. 11 mois d'humiliation totale, durant où mes enfants se voient dans l'obligation de quitter Gao pour se réfugier à travers le pays. Madame le médiateur, et mon honneur et ma dignité bafoués pour un fait que je n'ai pas commis et pour lequel j'ai été blanchi et je me vois en fin de compte sans aucune réparation. J'exige pour cela le paiement de mes 11 mois passés en détention et la réparation des préjudices subis. La veuve Ma Traoré ne sait plus à quel sein se vouer pour obtenir ces 17 millions de recettes à l'hôpital Foussine Daoudé Caille. Pour un service de restauration qu'elle effectuait dans l'établissement sanitaire, aujourd'hui, elle se voit obligée de mettre la clé de son restaurant sous le paillasson. Songonimi benela, diabète benela, et tension benela. Donc ni janfa sugu do kerila. Et na mana be imando. C'était nye, doutigi de nye, nana kananga droit réclamer, ngase kanga hakesoro. La nature des interpellations donnait des sueurs froides, les unes que les autres. Les auteurs font référence surtout aux licenciements abusifs, aux dédommagements et aux indemnités que doivent bénéficier les partants à la retraite. Je porte à la connaissance de votre auguste assemblée que ce refus de payer les indemnités des partants à la retraite est une pratique à la poste depuis des années. Contrat indéterminé, au commande Pilimasa de Tché. Pilimasa n'a qu'un gain, sans préavis. Mais au y a sur une société parallèle de créer, mi malicieux, obi banangoro. Mais où y a un mokobina ne woroguen. Wakati là-bas, on passera et quand ta cour d'appel, la acte d'appel, à nous qui demande d'appel, quand ta gato papier, il y a un trama dossier restaurant, ko juge mitera, ko au mitera ne dossier, ko dossier, ko fono c'est qu'il n'en a. Contre la CMD. Depuis 2019, fois 600. Drôlement d'amant, en même temps, là, fois 600. On me commenté cela. Oui, on est. On est quoi comme ami. On en a voir d'ordi. Voir nous n'ira d'autres droits. Gars, on me fait maintenant en temps diamant. Le non-paiement de créances reste aussi un problème qui revenait en boucle. Plusieurs structures de l'État pointent du doigt pour non-règlement de leur acompte. En décembre 2016, nous avons été appelés par la direction du CICB. On a fini nos activités depuis 2016 à nos jours, donc qui s'élève à un montant de 21 900 800. Après fourniture du carburant et son utilisation par les 10 stations TV FM, l'ORTM n'est pas parvenu à payer les factures liées à la livraison des 10 carburants depuis les années 2015, 2016 et 2017, en dépit des multiples démarches mêlées auprès des responsables de l'ORTM. Dans un protocole d'accord signé en 2017 entre l'ORTM et la SMTD, l'ORTM s'était engagé à payer les arriérés impayés dans l'article 6 du protocole et qui devait favoriser le paiement de notre créance. Face à l'urgence, mon défunt mari a procédé personnellement au paiement des frais relevant de l'Assemblée du Conseil régional, soit la somme de 20 460 120 francs, remis au comptable de l'Académie de Koulikoro. Le comptable de l'Académie de Koulikoro a procédé au paiement avec les États en rapport avec les projets de décision se trouvant à la signature avec le Conseil régional. Mon mari est décédé après des tentatives infructueuses et c'est ce qui m'amène à prendre ce dossier à bras le corps. Le foncier reste la matière principale de toutes les sessions de l'EID. Kassim Traoré, qui vient de Kolokani, fonde son espoir sur cette tribune pour au moins assurer le pain quotidien. Dunda kunyaro doni mangoro kumanja be munu mi mo frake 2019 wuti kalola katala fobi ne zedo kamolo do ay ma foi ben ko alne tora ko wele fagana bi ne datu wo kuma ke fene misiri chido toro nogara me jiri nun tigale ne kle tani ko de ke ko kono ani toro sa santa ani khodini a papier fleur ani kama ke kasere
Au même moment, les héritiers de feu Lassine Coulibaly demandent à la mairie de Sikasso de libérer la parcelle qui leur revient de droit. 15 ans déjà que ce processus est entamé sans succès. Pour cette 27e édition de l'EID, 38 dossiers sont soumis au jury. Ils ont trait à l'accès aux documents administratifs, l'accès aux services sociaux de base, entre autres. Il faut noter que 599 dossiers ont été reçus, 4 satisfaits, 404 poursuites à donner et 153 non retenus. Oui, les membres du gouvernement étaient là, à l'écoute des plaignants, pour répondre aux différentes interpellations. Fousseini Tunkara, notre reporter qui vient de regagner la maison de la radio, reviendra sur ce reportage au cours de cette édition. En attendant, retour sur la cérémonie d'ouverture. L'EID se tient tous les 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme. Les travaux ont été lancés par le médiateur de la République, organisateur de cet espace d'interpellation démocratique. Cérémonie d'ouverture marquée également par la contribution des associations et organisations de défense des droits de l'homme. Nouhoum Sissoko, reportage. Cette tribune offre l'occasion aux usagers de l'administration d'interpeller les ministres sur les questions ayant trait à la bonne gouvernance, à la promotion et à la protection des droits et libertés des citoyens. Les dossiers reçus cette année portent sur les litiges domaniaux et fonciers, les demandes de paiement de droits, les difficultés liées à la bonne distribution et à l'exécution des décisions de justice, les demandes de régularisation de situations administratives, les demandes d'assistance, les violations de droits humains, les problèmes de chefferie et les dénonciations. Un jury de 9 membres constitué va se pencher sur les dossiers retenus par le médiateur de la République, l'architecte de l'EID. Pour la 27e session, le secrétariat permanent de l'EID a enregistré 599 interpellations contre 334 l'année dernière, soit un taux d'augmentation de 55,76%. Lors des travaux de dépouillement, la commission préparatoire, conformément aux critères définis par le règlement intérieur, a classé les dossiers comme suit: 38 dossiers pour la lecture, 404 dossiers pour suite à donner et 153 dossiers non retenus. À cela, il faut noter que 4 dossiers d'interpellation ont été satisfaits au cours des 10 travaux. Il est à préciser que 388 sur 599 dossiers proviennent des délégations territoriales du médiateur de la République, soit un taux de 64,77%. Une motion spéciale aux délégations territoriales pour avoir joué pleinement leur rôle. Le nombre de dossiers reçus pendant cette session est qualifié de record par le médiateur avec à la clé 22 dossiers venant de la diaspora. En ce qui concerne les femmes, de 45 interpellations en 2022, elles sont à 65 en 2023, soit 10,85% du total des interpellations reçues. En effet, le nombre record d'interpellations de la présente session est le fruit de la démarche pragmatique sous laquelle j'ai placé mon mandat, en privilégiant la médiation de proximité afin de satisfaire le plus grand nombre de nos concitoyens. En plus de cette stratégie innovante, le médiateur de la République s'emploie à rapprocher davantage l'administration des usagers des services publics en veillant constamment au respect des principes d'égalité, d'impartialité, d'équité, de neutralité pour la consolidation de l'état de droit. La mise en œuvre du plan stratégique de communication du médiateur de la République a été d'un apport inestimable pour la réalisation de cette démarche et l'atteinte des résultats susmentionnés. Des acteurs de la société civile et d'ONG ont, à travers des messages, appelé les pouvoirs publics pour l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base, la protection des droits humains et surtout de la femme, la lutte contre les violences basées sur le genre, entre autres. Également dans l'actualité au Mali, rideau sur les travaux de l'atelier sur la 4e République. Une rencontre de 3 jours marquée par des panels thématiques à toutes les questions intéressantes. La vie de la nation ont été évoquées, expliquées. Citoyenneté, lutte contre la corruption, sécurité, bref, la gouvernance au Mali ou du Mali nouveau dans sa globalité. On en sait davantage avec Youssouf Diakité.
Pendant 3 jours, les experts, les partis politiques, les organisations de la société civile, les représentants du gouvernement ont débattu en profondeur certaines dispositions de la nouvelle constitution, telles que le Malien au cœur de la 4e République, citoyenneté et valeurs, la gouvernance politique, institutionnelle et électorale. À cela, il faut ajouter les panels en rapport avec la gouvernance administrative et territoriale, la défense nationale, la lutte contre la corruption. C'est dire qu'aucun sujet intéressant la vie de la nation n'a été occulté. Moi, je dis que ça a été un débat très enrichissant, un atelier très performant. S'il pouvait avoir une continuité pour pouvoir développer en plus toutes les idées qu'on n'a pas pu mettre aujourd'hui sur le thème, ce serait un plaisir. Là, nous sommes là actuellement pour aider la transition à développer le pays, à faire certains changements au niveau de la corruption, les valeurs humaines. Les débats, ce sont les enjeux de la 4e République. Il s'agit de contribuer à la promotion et à la concrétisation de l'esprit de la réforme institutionnelle à travers la mobilisation des citoyens, des acteurs sociopolitiques et institutionnels. La spécificité de cet atelier est d'avoir permis de mettre ensemble les acteurs sociaux, politiques et institutionnels que vous êtes autour des sous-thèmes qui alimentent le thème générique sur la 4e République et qui, en réalité, sont tous à ce jour au cœur des préoccupations nationales du moment. Il s'agit pour nous de dépasser le cap des débats sur ces sous-thèmes pris isolément, en les regroupant pour échanger dessus dans un cadre holistique et interactif. Nous avons pu percevoir leur réelle interdépendance qui ont le mérite de mieux édifier les acteurs que vous êtes sur les attentes des autorités et des Maliens dont les autorités portent la vision légitime. Ces réformes, faut-il le rappeler, sont une réponse et la volonté des autorités de la transition d'apporter des réponses concrètes aux défis politiques et institutionnels qui assaillent le Mali depuis un certain temps. Après Bamako, ces ateliers se poursuivront à l'intérieur du pays très prochainement. L'AGEFO, Agence de gestion du Fonds d'accès universel, entame la 3e phase de réalisation des centres d'accès universel dans les zones rurales. Hier, c'est le centre de Konobougou, dans la région de Ségou, qui a ouvert ses portes. Une inauguration présidée par le Premier ministre. Quelle est l'utilité de ces centres pour les populations rurales, notamment scolaires? Réponse dans ce reportage signé Tamsir Diabaté, Mohamed Sidibé. Si le numérique est la 4e révolution industrielle, il est donc plus que jamais urgent de s'adapter et aller vite pour être au rendez-vous du développement. Pour ce faire, il faut le déploiement des infrastructures numériques sur l'ensemble du territoire. La commune de Konobougou, région de Ségou, est l'une des 40 localités ayant bénéficié d'un centre d'accès universel conteneurisé de l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel AGEFO. Dans le programme de l'action gouvernementale, les TIC occupent une place de choix et le travail de l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel prend un relief particulier pour faire de la politique du désenclavement numérique une réalité. Les réalisations que nous inaugurons aujourd'hui participent de cette volonté continue du gouvernement de réduire le fossé numérique entre zones urbaines et zones rurales. C'est dans l'optique de la 3e phase du projet que nous procédons à ces lieux à l'inauguration symbolique des 40 centres d'accès universel réalisés dans les régions de Sikasso, Koulikoro, Kaï et Ségou. Cet effort se poursuivra inlassablement car il s'agit de satisfaire un droit fondamental d'égalité d'accès aux services universels des télécommunications et des TIC. Le dit centre se veut un espace convivial pour booster le rendement pédagogique. Ce centre va permettre aux enfants de la population du cercle de Baraouli d'améliorer leurs connaissances, de faciliter également des recherches que les enseignants leur donnent. Dans ce centre ultra moderne avec des infrastructures adaptées aux besoins, les élèves de Konobougou ont désormais la possibilité d'effectuer des recherches et de se familiariser avec l'outil numérique. Et d'ores et déjà, certains élèves suivent l'actualité et se sentent considérés. Je suis très content. Ça va nous servir à connaître beaucoup de choses sur le réseau. Puis ça va nous permettre de faire des recherches aussi. Le centre d'accès universel
conteneurisé de l'école fondamentale de Konobogo est autonome et sécurisé. Il a une capacité d'accueil de 10 personnes avec une connexion Internet de haut débit. Œuvre sociale du président de la transition CAP ce soir sur Kolokani. Là-bas, le chef de l'État remet aux personnes vivant avec un handicap des motos tricycles, des machines de transformation agroalimentaire ou encore des lunettes solaires. Abdul Karim Kaba. Sourire aux lèvres, les populations de Kolokani vivant avec un handicap se retrouvent à la préfecture. Pour cause, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, à travers ses œuvres sociales, offre 20 mototricycles, des kits de transformation agroalimentaire, un kit de saponification, des sacs de mil, des riz, des cartons d'huile, des pâtes alimentaires, des boîtes de crème et des verres solaires pour les personnes atteintes d'albinisme. En remettant tous ces kits, c'est tout le mois de décembre qui est consacré à la journée des personnes vivant avec le handicap. Dans la célébration du 3 décembre, qui est la journée internationale des personnes vivant avec handicap, c'est dans ce cadre-là que le président a jugé nécessaire, à travers ses œuvres sociales, de magnifier cette journée. C'est pour montrer son patriotisme et son élan de solidarité envers les personnes démunies en général et les personnes vivant avec handicap en particulier. En diversifiant les dons et les bénéficiaires, le président de la transition prouve ainsi sa solidarité à toutes les couches de la nation. Cette remise du jour à Kolokani a été précédée de plusieurs autres, notamment la remise d'ambulances, de fourrages et la restauration des salles de classe. À Dubaï, cri de cœur des ministres en charge de l'environnement. Ils appellent à une synergie d'action pour sauver la planète au plus vite. Le Mali, par la voix du ministre Mamadou Samaké, a mis l'accent sur la nécessité de financer des projets structurants. Salimata Daou et Idrissa Traoré sont nos envoyés spéciaux à Dubaï. Notre plus grand investissement, c'est la santé de la planète. Les ministres en charge de l'environnement, venus des 4 coins du monde, partagent cette pensée. Ils ont prôné plusieurs approches pour rendre l'air plus pur, les températures plus douces et régénérer la nature dans son ensemble. La lutte contre le changement climatique nécessite la collaboration et le partenariat entre les États et acteurs de tous bords. Le moment est venu pour nous, dirigeants du monde, d'agir ensemble. Nous devons donc agir aujourd'hui et maintenant pour combler les attentes de nos populations et pour sauver la planète. Car demain sera déjà trop tard. Pays du Sahel, le Mali se trouve être très impacté par les effets du changement climatique. En quête de solutions pour soulager ses populations, le pays s'est fixé une priorité. Le Mali s'est doté d'un cadre stratégique pour une économie verte, résiliente au climat. Une contribution déterminée au niveau national dans laquelle notre pays s'engage à une réduction moyenne de 40% d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, avec 13 nouveaux programmes portant sur les énergies renouvelables, la gestion durable des terres et des déchets, les filières et chaînes de valeur agricoles et forestières. Dans la lutte contre le changement climatique, la culture a également son rôle à jouer. Face à ce phénomène, il a été convenu à l'unanimité que la culture a un rôle de rempart à jouer dans la lutte contre ce phénomène-là. Et à l'issue des échanges, une forte déclaration a été faite consistant à la mise en place d'un groupe d'action des amis de la culture pour la lutte contre le changement climatique. Une audience a eu lieu entre le ministre Samaké et M. Omar Snenadé, directeur exécutif des engagements diplomatiques de la COP28. Les échanges ont porté sur les négociations financières en cours. Quel avenir pour l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger après la libération de la ville de Kidal? Question au centre d'une journée d'échange entre les organisations de la société civile. Ces acteurs estiment que le nouveau contexte nécessite une nouvelle orientation de l'accord. Batraouri pour le reportage.
L'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger a été mis en œuvre il y a de cela 8 ans aujourd'hui. Les résultats sont mitigés en certains points selon les organisations de la société civile. Ces dernières estiment que nous sommes aujourd'hui dans un nouveau contexte marqué par la libération de Kidal, ce qui nécessite une nouvelle orientation de l'accord. L'accord est toujours bienvenu et que après le départ de l'aménagement, et aujourd'hui nous pouvons dire que notre armée est en position de force. Donc je pense qu'avec ça, les échanges et le dialogue et les négociations pourront porter fruit pour le bien-être de tout le monde. Les échanges devront permettre à ces acteurs de la société civile de dégager une position commune harmonisée pour la refondation de l'État et une transition réussie au Mali. Il faut une application utile de cet accord parce que cet accord a été signé dans un contexte où l'État était en position de faiblesse. Aujourd'hui, le Mali est un Mali nouveau. Donc ces dispositions dangereuses qui ont été glissées dans cet accord avec des articles paradoxaux qui parlent la même chose et la disent de façon différente. Donc souvent un partenaire de mauvaise foi arrive à mal interpréter. Donc c'est pourquoi je dis aujourd'hui, puisque nous avons notre souveraineté entre les mains, nous sommes capables aujourd'hui de le mettre en œuvre dans ces dispositions utiles et nécessaires pour notre pays. On ne peut appliquer l'accord que lorsqu'on arrive à se retrouver dans le seul souci de ramener la paix et la stabilité de notre pays, qu'il n'y ait plus d'instabilité dans notre pays, quoi que ce soit qui dérange la stabilité du Mali. La rencontre bénéficie de l'appui du PNUD et de l'Union européenne. Les recommandations formulées devront faciliter la relance du dialogue. Chapitre défense et sécurité de cette édition avec le lancement des activités des comités consultatifs de sécurité dans le district de Bamako. Objectif, informer les citoyens et rappeler aux partenaires l'étendue de leur mission, une initiative du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. Boubacar Kanouté. Un tournant décisif se dessine dans le cadre de l'opérationnalisation des activités des comités consultatifs de sécurité communaux. La mise en place de celui des 6 communes du district de Bamako porte à 38 le nombre de comités opérationnels. Le véritable développement passe nécessairement par une paix durable, estime le commissaire à la réforme du secteur de la sécurité. Les autorités du pays entendent dissiper les affres de la crise multidimensionnelle qui a affecté le pays à travers ce pan qui favorise la sécurité. Le comité consultatif de sécurité constitue le dernier maillon du cadre institutionnel de la réforme du secteur de la sécurité. Ils peuvent donc bénéficier de l'appui et de l'accompagnement des partenaires, mais sous l'autorité du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité en vue d'atteindre l'objectif in fine et recherché par la réforme du secteur de la sécurité, à savoir la sécurité humaine. Le Centre de Genève pour la gestion démocratique du secteur de la sécurité et les autorités fondent beaucoup d'espoir sur cette initiative salvatrice qui sont les CCSC. Comme modèle de sécurité de proximité et de redevabilité dans la conduite de l'action publique, les comités consultatifs de sécurité permettent de soutenir la réforme et la gouvernance du secteur de la sécurité en contribuant à réaliser les principes d'inclusivité, de responsabilité et d'efficacité. Si les CCS sont mis en place et fonctionnent, les propositions et décisions issues des rencontres permettront et contribueront sans doute à rendre les prestations de sécurité plus attentives aux besoins des populations, mais également à améliorer les relations de confiance entre les forces de défense et de sécurité et la population. Relever les défis sécuritaires demeure le clou de ce projet, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Certaines difficultés ont été renumérées, comme la faible représentativité des femmes au sein des comités consultatifs de sécurité communaux. Réforme du secteur de la sécurité, sujet de questions d'actualité à ne pas manquer ce soir dans nos programmes avec Sira Batili. À Ségou, les femmes récupèrent d'importants matériels de la MINUSMA saisis par les terroristes sur l'axe Tombouctou-Gomakura, des terroristes neutralisés notamment par des drones de l'armée. Fousséni Samaki avec le concours de la DIRPA. Grâce à la promptitude des FAMA du secteur 5 de l'opération Maliko, des camions transportant des matériels du contingent ghanéen de la MINUSMA attaqués par les terroristes ont été sauvés dans le secteur de Malemana, Togo,
à 40 km de Miono. L'usage des moyens d'observation et de combat ont permis de localiser et de neutraliser les assaillants. Un groupe d'assaut a été mis au sol et qui a permis de récupérer les conducteurs et retrouver aussi 19 des véhicules, parce qu'entre-temps, 6 des véhicules avaient pu s'échapper et se retrouver à Nyono. Donc les 19 véhicules restants ont été rassemblés et puis convoyés par les FAMA jusqu'à Nyono. On peut noter ici que c'est grâce au professionnalisme, la réactivité et des FAMA que l'on a pu éviter le pire. En bord Malmana Dafé, Malmana Kofé 5 km. 5 km après le village de Malemana, ils nous ont tiré dessus et nous ont arrêtés. On a été conduits dans un coin de brousse inconnu. Quand les drones d'armée les ont frappés, on a été soulagés. Les FAMA sont venus nous chercher pour nous escorter jusqu'à Nyono. On les remercie. Quand ils ont commencé à tirer, nous avons accéléré pour échapper et atteindre Nyono. Ils ont pris les autres camions. Nous devons signaler tous les cas suspects aux FAMA. Ces camions poursuivent leur trajet sous escorte des FAMA plus que jamais déterminés à sécuriser les personnes et leurs biens. Les FAMA en action également à Kidal avec une patrouille des forces de défense et de sécurité dans la ville. Objectif renforcer la sécurité de la population pour créer un environnement sain et en 8e région. Les détails avec Sidi El-Medi Ag Al-Bakar. Pour sécuriser et rassurer davantage les habitants de Kidal, les éléments de la police nationale, de la gendarmerie et de la protection civile ont conduit la première patrouille pédestre au cœur de Kidal. Une tâche exécutée avec professionnalisme. La notion de la police de proximité prend ici tout son sens. L'objectif de notre patrouille pédestre ce matin, c'était de rassurer la population. D'abord, un sentiment de joie, un sentiment de fierté, un sentiment d'avoir accompli l'une de mes missions dans le cadre de la police de la proximité. Cette patrouille a concerné les 4 quartiers de Kidal ainsi que les différents marchés. Tout au long, des arrêts ont été marqués en vue d'échanger avec les populations pour non seulement appréhender leurs perceptions, mais aussi distribuer des tracts afin de signaler tout acte ou tout individu suspect. Le corps de la protection civile, c'est être en contact avec la population de la ville de Kidal. Et ça fait partie des missions de la protection civile, la sensibilisation, l'information de la population. Coup d'essai, les hommes ont fait de cette première patrouille un coup de maître qui séduit les autorités locales de la 8e région. Personne ne dort sur ses oreilles à Kidal depuis quelques temps, mais à partir de ces 10 jours-là où la police est en train de se manifester, je crois que le calme commence à revenir et la tranquillité mentale aussi. Voilà. Moi-même, je fais un exercice pour ma propre santé, le fait de marcher à peu près 1 à 2 km à l'intérieur de la ville, c'est déjà pour ma santé quelque chose. Et c'est plus important pour moi lorsque cet exercice, cette activité s'est menée à l'intérieur de ma propre ville. Donc, ça me dit qu'il y a un nouveau espoir. Une action de plus qui réconforte les populations de Kidal qui n'aspirent qu'à la paix et à la quiétude totale. Patrouille pédestre donc des FAMA dans la ville de Kidal pour rassurer davantage les populations. Le chef d'état-major de la garde nationale, lui, est en tournée de commandement à l'intérieur du pays. Le colonel-major Famouké Kamara a sillonné notamment les régions de Dioïla, Ségou, San et Koutiala. Il veut s'imprégner davantage des conditions de travail des troupes et leur passer le message de soutien des autorités et du peuple. Brima Kone. Le chef d'état-major de la garde nationale a commencé son périple à Fana et est passé par Dioïla, Baraouli, Ségou, Massina, Bla, San, Tominian, Kimparana et Koutiala. Dans toutes ces localités, le colonel-major Famouké Kamara a trouvé des forces de défense et de sécurité résolues à accomplir leur mission régalienne de façon satisfaisante. C'est des hommes engagés et
nous avons profité pour vraiment les rassurer davantage en les sensibilisant sur l'unité et la cohésion qui est la force principale et bien sûr la discipline aussi. Le chef d'état-major de la garde nationale, pétri de qualités militaires, a partagé dans les différentes localités visitées quelques expériences, d'abord avec les groupeurs et les chefs de peloton, ensuite avec toutes les forces de défense et de sécurité confondues à travers des rencontres. Cette démarche lui a permis de s'enquérir des conditions de travail de ses interlocuteurs. Le colonel-major Famougué Camara s'est aussi déclaré porteur de messages des autorités de la transition. Ce message, c'est de féliciter les hommes et les encourager pour tout ce qu'ils ont eu à faire, pour tout ce qu'ils vont faire encore. Vraiment les encourager et les donner l'assurance que les plus hautes autorités militaires feront tout pour que la mission confiée puisse être un succès. De façon exceptionnelle, la compagnie d'intervention rapide de Tominia a eu droit à un match de football de cohésion avec la délégation du chef d'état-major de la garde nationale. Partout où le chef d'état-major de la garde nationale est passé, il a procédé à des visites de courtoisie chez les autorités administratives, traditionnelles et religieuses. Point complet de l'actualité sur nos formats à ne pas manquer dans Défense citoyenne. Ce soir, c'est avec Abdoulaye Sakou, avec la collaboration de la DIRPA. C'est donc après cette édition. Une mission du Bureau de la coordination des affaires humanitaires rencontre les autorités régionales de Tombouctou et de Taoudéni. Le but, échanger sur les besoins de la région ou des régions dans les domaines de l'éducation, de l'accès à l'eau, de la sécurité alimentaire, du retour des déplacés, entre autres. Le point avec nos reporters Najib Babasissé et Shirfi Moulay. Cette mission nationale du Bureau de la coordination des affaires humanitaires est venue s'enquérir de la situation de la région de Tombouctou en matière de sécurité, accès des populations à l'eau, à l'éducation, la sécurité alimentaire, entre autres. On a eu des discussions très fructueuses. On a évoqué les questions qui sont liées à comment apporter l'appui aux populations qui en ont besoin, surtout dans le domaine humanitaire. On a parlé donc des questions d'accès à la santé. On a parlé de la question des fermetures des écoles. Et nous avons aussi discuté des questions qui ont trait à comment travailler ensemble pour qu'au-delà des questions humanitaires, on commence par travailler par exemple sur les questions d'agriculture et de l'élevage. Cette rencontre qui a regroupé les acteurs humanitaires et responsables des agences des Nations Unies a donné l'occasion aux autorités politiques et administratives d'aborder des sujets pressants de la région et prendre des engagements afin que les humanitaires puissent exercer leur mission en toute sécurité. Nous avons surtout mis l'accent sur les projets structurants, les projets de développement. L'humanitaire est une bonne chose pour une période, mais il ne faut pas que l'humanitaire dure dans le temps, plutôt aller vers le développement. Suivant les orientations des plus hautes autorités de la transition, les forces de défense et toutes les autorités de la région de Tombouctou restent engagées pour non seulement leur permettre d'accéder aux populations qui sont dans le besoin humanitaire, mais aussi assurer leur sécurité, de leur faciliter l'accomplissement de leur mission ici au profit des populations. La mission a apprécié les dispositions prises par les autorités régionales et leurs partenaires pour le retour organisé des personnes déplacées qui reviennent en grand nombre dans la région. Envie de trouver des solutions aux préoccupations de la région de Toudéni en phase d'opérationnalisation, le gouverneur le général Abdrahman Ould-Meidou a fait appel aux acteurs humanitaires. Il s'agit de la situation sécuritaire, l'éducation, l'accès des populations à l'eau, entre autres. Pour rassurer les communautés, pour les sécuriser, directement, il faut encore les accompagner sur les autres aspects. Il faut qu'il y ait l'école, il faut qu'il y ait la santé, il faut qu'il y ait de l'eau. Ça, c'est le minimum. Et pour cela, on a besoin de chacun de vous. Les questions d'accès à l'eau et les questions qui sont liées aussi aux écoles. Et tout ceci donc, va dans la ligne droite des activités de priorité des agences qui sont ici. Les acteurs humanitaires ont salué cette démarche des autorités régionales. Les échanges ont permis d'identifier les besoins des populations et ils se sont engagés à trouver deux solutions. La rencontre s'achève par la visite de la salle de réunion du gouvernorat de Toudéni qui a été réhabilitée et équipée par l'UNICEF. La campagne pastorale 2023 est exécutée à hauteur de souhait dans la région de Ségou, constat du ministre de l'Élevage et de la Pêche qui a visité certaines localités de la région.
Les détails avec Fousseini Samake. En se rendant à Ségou, le ministre de l'Élevage et de la Pêche voulait s'enquérir de l'état de l'exécution de la campagne pastorale 2023, les difficultés rencontrées et proposer des pistes de solutions pour l'amélioration de la production et les revenus des acteurs de l'élevage. Il s'est rendu successivement à l'abattoir régional de Ségou, au parc d'embauche de Baya Bassoum à Faïra, commune rurale de Pelengana, et à la ferme Adamankane de Banankroni dans la commune de Sébougou. Nous sommes satisfaits parce qu'il nous a connu nos difficultés et ce que nous attendons de leur département. La première difficulté, ça c'est la baisse de chiffre d'abattage. Et ensuite, le problème de la servitude de l'abattoir qui a été vendu aux opérateurs économiques. Malheureusement, nous ignorons ceux qui ont vendu, mais quand même, nous avons signalé ça à la DRPA. Ça nous montre qu'on a le support de l'État et du gouvernement. En alevin, on produit 2 types d'alevin. Pour les clarias, on a une capacité de 200 000 alevins par an. Pour les tilapias, on a une capacité de 300 000 alevins par an. Le ministre Ba a apprécié les progrès réalisés avant d'inviter les éleveurs à prendre en compte les innovations technologiques pour booster la filière bétail-viande de Ségou. Le taux globalement est satisfaisant, mais il faut avouer qu'il y a des contraintes par rapport au personnel, les contraintes aussi par rapport à l'aliment bétail, l'aliment poisson. L'aliment bétail sera livré au plus tard en février pour que cette initiative présidentielle puisse porter ses fruits. La visite du ministre a pris fin par une rencontre avec les acteurs de la région de Ségou pour l'autosuffisance alimentaire en matière de production pastorale, aquacole et halieutique. Ainsi va l'actualité ce soir. Très bon moment de télévision à notre compagnie. Très bon début de semaine à toutes et à tous. Bonsoir.